ce webinaire, il a été en fait réfléchi à plusieurs. Vous avez pu le voir dans l'organisation. C'est un webinaire qui vous est proposé par le DLA, par l'AFDAS et par l'agence culturelle, où on a réfléchi ensemble à cette organisation. L'idée de ce webinaire, il provient à l'origine plutôt d'un constat. Notre chargé de mission DLA sur les Deux-Sèvres, où les structures culturelles, plutôt du spectacle vivant, ont pu lui remonter le fait que voilà, il y avait parfois un manque, en tout cas, un sentiment de ne pas avoir les informations sur ce que c'était les éco-socio-conditionnalités de la région, où est-ce qu'on allait, quelles étaient un peu les lignes directrices sur ces questions-là. Et donc, on a décidé d'en faire quelque chose d'un peu plus régional, parce qu'on s'est dit que les structures des Deux-Sèvres n'étaient sûrement pas les seules à se poser ces questions-là. Et vu qu'on est sur une ampleur du coup sur régionale, ça pouvait être intéressant de l'ouvrir à tous et à toutes. Et donc, c'est ainsi qu'on a du coup proposé ce format-là. Peut-être pour vous expliquer comment le webinaire va se passer, puis pour introduire du coup nos collègues et invités, on aura du coup un premier temps de présentation de la part de la DRAC, et donc je laisse notre collègue de la DRAC se présenter. Bonjour, je suis Marianne Wackenberg, je suis conseillère pour la musique et la danse. J'ai deux autres collègues à la DRAC sur les mêmes disciplines. Moi, je suis sur le site de Limoges. Merci. On va enchaîner du coup avec la région Nouvelle-Aquitaine. Patricia. Oui, bonjour. Moi, je suis Patricia Houdin. Je suis à la direction de la culture à la région en tant que chef de projet sur des missions transversales qui concernent tout ce qui est formation, emploi, structuration des entreprises culturelles, ESS et transition. Et on est plusieurs de la culture là, donc voilà, les collègues pourront intervenir éventuellement, mais c'est moi qui ferai la présentation globale. Merci. Puis ensuite, l'agence culturelle. Bonjour, Laurence Lacor, chargée de mission accompagnement à la Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, et je suis à l'antenne de Limoges. Par la suite, du coup, l'AFDAS. Bonjour, donc Thomas Delemaire, je suis conseiller emploi-formation, référent culture pour le LAFDAS, donc l'opérateur compétences sur la Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'accompagnement des structures du territoire, justement, sur le développement des compétences et l'aide à la structuration et à l'organisation. Puis le DLA avec ma collègue. Donc Chloé Gillette, chargée de mission DLA sur les Deux-Sèvres. Voilà. Et il y a pas mal de collègues de DLA, donc c'est cool. Et enfin, on aura du coup l'opportunité d'avoir un témoignage justement de Bélocane, qui a été consultante aussi dans le cadre du DLA. Oui, bonjour. Donc, on est Sylvie Moreau et moi, je suis Élodie Robe de Bélocane. Et donc, nous, on intervient dans le cadre de ce webinaire pour présenter deux accompagnements qu'on a menés ou qu'on mène autour de la transition écologique des organisations culturelles, sachant que donc, notre bureau d'accompagnement intervient dans le cadre de DLA. Notamment, notre objectif, c'est de rendre durables les organisations. Donc, on le fait sur plein de plans, mais on le fait aussi sur le plan, évidemment, de la transition écologique. Et on intervient également, pour finir la présentation, pour le fonds de professionnalisation d'audience. On fait des formations aussi. On fait aussi également des fresques du climat, fresques de la mobilité culturelle, fresques de la culture et voyages en 2030 glorieuse. Et qui sont les outils aussi avec lesquels on intervient sur ces sujets. Et on propose donc un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Merci beaucoup, spoiler alerte. Ben, je vais vous proposer du coup sans plus tarder d'initier du coup ce webinaire avec du coup Marianne, je te laisse la parole. Merci. Oui, j'ai le plaisir donc de commencer par poser un peu le cadre national posé par le ministère et décliné par la DRAC en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous présenter CACTE,
C'est le sigle pour le cadre d'action et de coopération pour la transformation écologique. Ce cadre a été validé en début d'année. Je vois qu'il y a un partage de documents. Ok, oui. Donc, est-ce qu'on peut aller à... Est-ce que vous voyez l'écran, c'est bon? Oui. Donc, je vais C'est faire bon, une oui. présentation. Pardon. Oui, c'est bon pour l'écran. Ok, donc je vais faire une présentation synthétique. Tout à l'heure, la région va bien sûr présenter la feuille de route. Et ce qu'il faudra retenir, ce n'est pas qu'il y ait deux cadres en région avec lesquels il faudra jongler, mais qu'en Nouvelle-Aquitaine, donc la DRAC et la région sont bien en train de travailler, pour proposer un cadre commun aux structures qui seront concernées par les feuilles de route et les cadres d'action, mais aussi les structures qui seront volontaires pour utiliser ce cadre. Alors, sur le slide suivant, on voit comment des accords nationaux, internationaux, on arrive sur le plan d'action du ministère de la Culture. Donc, bien sûr, le ministère de la Culture a une feuille de route, comme tous les ministères. Et donc, on peut passer au slide suivant, où on voit que le cadre d'action CACT s'adresse aux acteurs de la création et il vise à ce qu'ils participent aux efforts pour atténuer les effets de la transition. Mais il veut surtout assurer la robustesse du secteur par l'anticipation des risques et aussi le développement d'une stratégie d'adaptation du secteur. Sur le slide suivant, on voit que le cadre est conçu de façon souple en ce qui concerne les choix des engagements par les structures concernées, qu'il est structurant parce qu'il met en place une méthode et il attend des acteurs qui s'engagent et respectent les engagements. Et ensuite, le cadre se veut pédagogique avec des fiches actions et des ressources en annexe. Donc, sur le slide suivant, on voit que le cadre va s'appliquer aux structures qui sont conventionnées à 3 ans ou plus. Hein, donc, conventionnées par la DRAC. Il s'applique aussi aux structures qui sont financées de façon pérenne depuis plus de 3 ans. Et bien sûr, il peut être utilisé par toutes les structures qui seraient intéressées par l'outil. Ensuite, l'idée, c'est que CACT, que les structures concernées s'engagent sur une méthodologie avant de s'engager sur un choix dans les 10 thématiques proposées et qui mettent en place un plan d'action. Donc, sur le slide suivant, la méthodologie implique que la définition d'une stratégie qui s'appuie sur un diagnostic, ça c'est important, le diagnostic, la formation de l'équipe et aussi la mise en place d'une démarche en coopération avec les partenaires et les parties prenantes. Sur le slide suivant, sont détaillées les 10 thématiques, donc la mobilité durable des publics, des usagers, la mobilité durable des professionnels et des œuvres, la réduction des consommations d'énergie et d'eau, l'alimentation responsable, l'éco-conception des projets artistiques et d'enseignement artistique, le numérique et équipement soutenable, la communication responsable, la réduction et la gestion des déchets et des pollutions, l'adaptation et la soutenabilité du bâti culturel et d'enseignement, et le respect et la défense de la biodiversité. Donc ça, ce sont les thématiques dans lesquelles les structures pourront choisir en fonction de la pertinence pour leur projet et leur structure. Alors ces 10 thématiques se rapprochent beaucoup des thématiques, évidemment, qui sont posées aussi par la région. Et ça, on le verra tout à l'heure de façon plus détaillée. Donc, le slide suivant, on peut passer dessus.
Donc là, vous voyez, donc, pour toutes les structures qui ont un label d'État, on a défini le nombre d'engagements thématiques. Donc pour les équipes indépendantes, ça va entre 2 et 3 engagements thématiques, jusqu'aux opérateurs, c'est-à-dire les établissements publics, entre 5 et 7 thématiques. Donc, je passe sur les 4 slides qui arrivent pour aller m'arrêter sur la dernière, sur le calendrier. Donc, le calendrier de mise en place, c'est l'intégration de l'engagement dans les conventions pluriannuelles au plus tard fin 2025, donc à l'occasion du renouvellement de la CPO ou par avenant. Donc ça concerne structures qui ont effectivement une convention pluriannuelle et l'objectif est donc fin 2025, l'engagement méthodologique est intégré dans toutes les conventions. Vous voyez aussi que la DRAC Nouvelle-Aquitaine fait partie des DRAC qui expérimentent dès cette année le cadre d'action pour un nombre de structures réduites avec lesquelles on signe une nouvelle convention pluriannuelle en 2024. Et on y reviendra tout à l'heure sur quelles sont les structures concernées. Et voilà, je suis arrivée à la fin de ma présentation pour le moment. Je laisse la parole à Patricia. Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais vous présenter les éco-socio-conditionnalités en Nouvelle-Aquitaine, sociaux avec un O d'ailleurs et pas avec un UX, pardon. En fait, tout est né en 2019 de Néoterra. Le président a voulu rassembler un groupe de scientifiques pour vous imaginer un changement de trajectoire global qui va impacter toutes les politiques publiques de la Nouvelle-Aquitaine. Et en 2019, les élus ont voté cette feuille de route Néoterra. Et donc, tout ce qui va suivre s'inscrit dans le cadre de cette feuille de route Néoterra. Cette feuille de route, elle a d'abord développé 11 ambitions. Elle a été revue en 2023, d'une part parce qu'il manquait des choses, notamment sur tout ce qui est santé, la santé du vivant, de façon globale et sur les solidarités, et puis parce que les ambitions, les 11 ambitions n'étaient pas très lisibles, donc elles ont été regroupées en 6 ambitions que je vais vous citer. Les 6 ambitions, donc c'est la première, c'est les ressources naturelles, c'est-à-dire reconstituer les ressources naturelles pour l'avenir. La deuxième, c'est les solidarités, donc l'idée c'est d'ancrer les solidarités au cœur des transitions. L'ambition 3, agriculture et alimentation, bon, bah, ça se lie tout de suite, c'est-à-dire se nourrir, accélérer tout ce qui est transition agroécologique et alimentaire. L'ambition 4, c'est l'économie avec l'idée d'innover pour une économie responsable et durable. L'ambition 5, la mobilité et les habitats, vous comprenez que toutes ces ambitions, elles sont très liées au rural. Donc, c'est l'habitabilité des territoires, se déplacer, habiter sur les territoires, en adaptant ces territoires au changement climatique. Et l'ambition 6, c'est ce que je vous disais, donc c'est prévenir et soigner, donc c'est la santé, une approche unifiée de la santé des écosystèmes, de tout le vivant, c'est-à-dire humain, animal et végétal. Ensuite, les élus ont souhaité conditionner un peu les aides en se disant, bon, ben, on a cette feuille Néoterra, il faut maintenant qu'on adapte cette feuille Néoterra aux aides que l'on fait. Et en mars 2023,
les élus ont souhaité voter le principe d'éco-socio-conditionnalité des aides financières de la région. Ces critères vont être petit à petit insérés dans les dispositifs de la région dans les 2 ans à venir. En tout cas, c'est la volonté des élus, avec 3 axes forts, 3 axes prioritaires, la ressource, le respect des ressources naturelles, la transition. Et on peut revenir à la page d'avant, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas sous les yeux autrement. Voilà, la transition pour tous et les éco-socio-responsabilités avec la décarbonisation, effectivement. Il y aura 2 niveaux d'intervention. Donc, tout ça, c'est en construction. Le principe est acté et c'est en train de se décliner dans toutes les directions. 2 niveaux d'intervention. Si la subvention est inférieure à 150 000 €, c'est une incitation formalisée dans une charte d'engagement. Si la subvention est supérieure à 150 €, il y aura des engagements formalisés qui seront mesurables et évaluables dans un contrat de transition. Donc, comme je vous disais, le travail est en cours au sein de la direction de la culture, avec le bureau des acclimatations avec qui l'on travaille, pour adapter ces seuils aux lieux culturels. Et tout ça en convergence avec le plan CACT. On vous expliquera juste après mon intervention. Avec Marianne, on reviendra toutes les deux pour vous expliquer ce que la région et l'État font ensemble. Comment ça s'est passé au niveau de la direction de la culture? Depuis 3 ans, on travaille au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe Atterrissage. On a d'abord démarré à 2, puis on était 4, maintenant on est 8. C'est un groupe de volontaires qui travaillent sur cette problématique de la transition environnementale particulièrement, et sur demande expresse du politique, c'est-à-dire avec un complet soutien de Charline Claveau, la vice-présidente culture, on a présenté aux élus une feuille de route transition environnementale de la culture et par la culture. On peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Je crois que c'est Thomas qui fait la… Voilà. Cette feuille de route, donc, comme je vous ai dit, elle s'inscrit dans la feuille de route Néoterra qui conditionne tout, et elle présente 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de développer un secteur culturel robuste et résistant aux crises. Le deuxième objectif, soutenir la transition écologique par des activités culturelles. Et le troisième objectif, organiser les conditions de la transition écologique pour demain. Chaque objectif se décline en défis, puisqu'on a 10 défis à relever. Et l'idée, c'est de relever ces défis en totale concertation avec les opérateurs culturels, c'est-à-dire les agences, les réseaux, les pôles de compétences, etc. Et puis, et avec tous les gens qui voudront nous rejoindre sur cette concertation, l'idée, c'est d'écrire un cahier des solutions pour 2025, a priori d'ici l'été 2025. Je vais vous donner un tout petit détail sur chaque défi, mais je vais être très rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors, le premier défi, c'est donc de développer des mobilités durables, les mobilités durables des publics et des professionnels. Nous avons été accompagnés sur ce travail-là par David Hirle, qui a rejoint le bureau des acclimatations, qui est un éco-conseiller, qui était alors indépendant quand il nous a accompagnés. Il nous accompagne toujours, de toute façon, jusque l'automne 2024. Et il nous a alerté tout de suite, lui, sur la mobilité des publics, qui est quand même le plus gros, qui représente la plus grosse émanation carbone de la culture. La mobilité des publics, par exemple, c'est 66% des émanations carbone sur un spectacle. Donc ça, c'était Alors, ils sont pas classés en priorité, les défis, mais en tout cas, celui-là, il nous paraissait vraiment important. Vous verrez dans la feuille de route, parce que je pense qu'on vous enverra la feuille de route qui a été votée. Tout est développé et il y a un exemple inspirant à chaque fois. Le défi 2, donc, c'est réussir la transition énergétique des lieux et des ressources.
on a vu effectivement, et de la ressource en eau notamment, on a vu effectivement en 2022 qu'il y avait plus de 93 départements qui ont eu des problèmes d'alimentation en eau au mois d'août, et que ça, c'est vraiment quelque chose de prendre en considération, de même que le marché du spectacle vivant mondial, par exemple, représente 1% du marché mondial de l'éclairage. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique et donc, c'est des champs à travailler, que l'on va travailler. Le défi 3, c'est donc favoriser l'éco-conception des projets artistiques et culturels. Alors ça, il y a déjà beaucoup d'opérateurs culturels qui l'utilisent, bien sûr. Des logiques de ressourcerie, de recyclerie, d'éco-conception, dans une sobriété matérielle importante. Voilà. Donc ça va se travailler. Par exemple, je vous citais des partenaires avec le réseau RENET, qui est le réseau de ressourcerie en Nouvelle-Aquitaine, hein, avec qui on a déjà échangé et qui va travailler avec nous sur ce sujet-là. Le défi 4, donc s'adapter et faire émerger des modèles d'organisation soutenables. On a remarqué que 40% des établissements culturels employeurs relevaient de l'ESS, donc ça fait beaucoup. Et l'idée, c'est de travailler vers des gouvernances partagées, vers des modèles économiques relevant de l'ESS, pour assurer des ressources quand même pour les structures culturelles. Et puis, notamment sur tout ce qui est modèle coopératif et collectif qui nous semble le plus à même pour un travail durable. Ça, c'était l'objectif 1. Donc, dans l'objectif 2, donc le défi 5, c'est accompagner la transition agroécologique en Nouvelle-Aquitaine. L'alimentation, ça représente 22% de notre empreinte carbone. C'est le 3e poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, après le transport et le logement. Donc, et puis la région en Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France. Donc, c'est quelque chose qui nous paraissait très important, et notamment dans la culture. Je pense surtout aux festivals, mais aussi aux lieux de culture, de sensibiliser le public là-dessus, et puis de travailler là-dessus. Et pas que sur la sensibilisation, mais sur des vraies actions. Le défi 6, contribuer à l'essor d'usages numériques sobres et responsables. Donc la sobriété numérique, je ne vous en parle pas, vous savez tous que ça devient indispensable, qu'il y a une prise de conscience depuis plusieurs années et qu'il faut vraiment travailler dessus. Le défi 7, mettre en valeur les patrimoines et paysages culturels fragiles. Nous sommes une direction culture et patrimoine. La région Nouvelle-Aquitaine est celle qui compte le plus de bâtiments patrimoniaux. Et on a des paysages qui sont extrêmement diversifiés, et ne serait-ce que par exemple se préoccuper du retrait du trait de côte, c'est un sujet brûlant sur cette région qui a quand même le plus grand littoral de France. Donc ça, voilà, je vous parle du littoral, mais il y a aussi plein de choses au niveau de la campagne et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très important. Le défi 8, alors le défi 8, c'est un défi qui sort un petit peu de l'ordinaire, promouvoir les imaginaires pour demain. C'est ce qui explique le titre de la transition écologique de la culture et par la culture. L'idée, c'est de valoriser à la fois les projets artistiques et les bonnes pratiques portées par les opérateurs culturels néo-aquitains sur tout ce qui est communication. Et c'est surtout de se dire la création artistique et libre, donc le respect de la création, hein, c'est le premier article de la loi LCAP, et de se dire que les artistes peuvent aussi faire passer des messages, mais qui ne sont pas là que pour ça. Ils sont là d'abord pour créer, et en créant, ils font passer des messages, et ça, c'est très important. Le défi 9, donc on arrive à l'objectif 3, donc les conditions de la transition écologique, comment organiser ces conditions-là.
on a deux défis. Donc, le défi 9, c'est donc former aux compétences et aux métiers de demain et qui est en lien, ce défi-là, pour le coup, avec le contrat régional de filière culture qui a été voté par les élus au mois de juin et qui traite de l'orientation, de la formation, de la professionnalisation. Donc, on sait qu'il y a des métiers qui sont en mutation, on sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître et des métiers qui vont apparaître, et ça a déjà commencé. Et l'idée, c'est de voir comment former à ces compétences et travailler sur ces nouveaux métiers. Et puis le défi 10, c'est de se dire, on va commencer déjà par nous à appliquer des bonnes choses. Et le défi 10, c'est contribuer à une administration exemplaire. On est 105 à peu près, en tout cas, il y a 105 postes au sein de la direction de la culture. Et il faut tous qu'on travaille parce que l'administration se doit d'être exemplaire vis-à-vis des opérateurs culturels. Voilà, simplement vous dire que les ESC dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont aider, et cette feuille de route va aider à les définir encore mieux, apparaissent déjà dans le nouveau règlement du spectacle vivant. Le nouveau règlement du spectacle vivant qui a été voté en 2023, qui est applicable 2024. Alors, de façon pas punitive, parce que ça, la vice-présidente voulait vraiment que ça soit incitatif. Donc, ce qu'on demande aux compagnies et aux lieux du spectacle vivant, c'est d'abord d'agir et puis de nous faire remonter des chiffres, de mesures d'énergie, de la façon dont ils vont travailler avec leur public et avec les personnes du territoire sur les mobilités propres, etc. Donc là, il y a trois axes qui ont été pris en compte dans le règlement du spectacle vivant. C'est donc, comme je viens de vous le dire, les mobilités propres, la consommation énergétique des lieux, alors là c'est plus pour les lieux, et puis l'alimentation, parce que comme je vous ai dit, l'alimentation c'était quelque chose d'important dans le secteur culturel et dans cette région qui est quand même la première région agricole de France. Voilà. Je laisse mes collègues compléter si jamais j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. J'espère que j'ai été assez rapide. Merci beaucoup, Patricia. Alors, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de... Voilà, on a encore d'autres intervenants qui veulent intervenir. Est-ce que peut-être en 2 minutes, vous pouvez expliquer l'expérimentation justement qui... Parce que, voilà, on s'était dit que vous alliez aussi reparler cette expérimentation que plus tard, quand elle sera elle sera avancée. Mais voilà, je vous laisse quelques instants pour en parler ensemble. Je propose de donner quelques éléments rapidement. Et Patricia, tu me compléteras si j'ai oublié des choses. Donc, vous avez remarqué que ce que la région appelle défi, l'État appelle ça thématique. Donc, on est juste sur une différence de vocabulaire, mais ça signifie bien, c'est bien significatif pour dire que les approches sur le fond, que ce soit l'État ou la région, sont les mêmes. On est dans les mêmes objectifs. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rapprocher la façon dont on essaye de mettre tout ça en place et de communiquer aussi avec les acteurs. Donc, aujourd'hui, nous avons validé 2 choses, c'est-à-dire les structures avec lesquelles on expérimente sur l'intégration de ces objectifs dans leur conventionnement. Donc, il y en a une dizaine. Je donne quelques exemples, par exemple l'Opéra de Limoges, le Théâtre 4S ou le CCN de La Rochelle. Et puis, on a aussi validé ensemble un paragraphe qui sera intégré dans leur convention. Je ne vais pas le lire du coup parce que ça va être un peu long, mais en gros, ça pose l'engagement méthodologique de la structure pour faire un diagnostic et pour mettre en place une stratégie et ensuite des actions. Vous avez peut-être eu le temps de remarquer que dans les 10 défis,
voire thématiques. Il y en a 5 qui sont des thématiques, défis vraiment de base, on va dire, et qui correspondent exactement entre les 2 feuilles de route et qui sont donc inscrits dans les CPO. Voilà, on demande aussi Oui, la peut-être. formation des équipes. Pardon, Patricia, vas-y. Oui, oui. Pour compléter ce que dit Marianne, en gros, notre idée, c'est aussi de vous accompagner, donc d'accompagner les structures qui vont être concernées et à terme, un grand nombre de structures, y compris des structures volontaires, pour aller d'un point A à un point B sur les 5 axes qui sont communs. Et pour cela, effectivement, réaliser un diagnostic, un autodiagnostic de point de départ. Et puis, avec un dispositif d'accompagnement, on va travailler la semaine prochaine sur le dispositif de ressources que l'on va mettre à disposition des structures concernées et avec un plan de formation nécessaire pendant la durée de la CPO, de façon à ce que vous puissiez arriver à ce point B, en tout cas à cette nouvelle étape de là où vous avez envie d'arriver. C'est-à-dire que il y aura, vous devrez choisir un nombre de défis ou de thématiques, voilà, c'est selon, dans les 5 communes. Et nous, notre rôle, parce qu'on est là pour ça aussi, ça sera de vous accompagner à aller plus loin. Et évidemment, on ne va pas le faire tout seul. Donc, on va le faire avec des structures chargées d'accompagnement, avec des experts. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille cette mise à disposition de ressources. Alors, je trouve que c'est une parfaite transition, Patricia. Et alors, on va garder les questions pour la fin, si vous le voulez bien. Et donc, on va enchaîner effectivement sur les acteurs existants d'accompagnement sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je vais passer la parole à l'agence culturelle. Oui, merci Fanny. L'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine est une association financée par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est un outil au service de l'ensemble des acteurs culturels de la région. Son équipe est répartie sur 3 sites, Poitiers, Limoges et Bègles. Et ses grandes missions sont l'accompagnement, l'observation, l'information ressources et l'animation du dialogue social. Les accompagnements sur la diapo 2, s'il te plaît, Thomas. Les accompagnements qui sont menés par les chargés de mission du pôle accompagnement se déclinent en plusieurs dispositifs, individuels ou collectifs. L'adresse générique j'ai une question @la-nouvelle-aquitaine.fr qui s'affiche à l'écran vous permet de nous contacter pour toute question précise ou demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais pour vous orienter ou vous proposer un rendez-vous conseil selon le diagnostic posé. Quel que soit l'accompagnement proposé, il s'agit avant tout d'échanger ensemble sur votre projet et de vous orienter selon vos besoins. Toutes ces offres sont gratuites et destinées aux personnes résidant en Nouvelle-Aquitaine. Pour vous tenir informé des ateliers ou événements proposés tout au long de l'année, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter. Les rencontres professionnelles, l'agence organise tout au long de l'année des rencontres professionnelles sur tout le territoire. En voici quelques exemples. Une salle pour ma commune, un projet culturel éco-responsable et durable, qui est une rencontre co-organisée avec l'APMAC et 180 degrés Ingénierie, qui s'adresse aux professionnels tout autant qu'aux élus. 2 éditions ont déjà été organisées à Ambarès et La Grave en 2022 et à Rochefort en 2023. Une prochaine édition est en cours de réflexion pour 2025. Un nouveau récit pour les campagnes en mai 2023. L'agence et le théâtre Jean Lursa à Aubusson se sont associés pour proposer une conférence-rencontre avec Valérie Joussaume, qui est enseignante et chercheuse et autrice du livre Plug Pride, un nouveau récit pour les campagnes, et Nicolas Bonneau, co-directeur artistique de la compagnie La Volige. Lors de cette conférence, ils ont redonné aux habitants et habitantes des territoires ruraux
un rôle actif dans le changement de civilisation en cours. Enfin, le forum Entreprendre dans la culture, qui est organisé tous les ans par l'agence en partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Culture via la DGMIC et la région Nouvelle-Aquitaine. La thématique de la transition écologique est très présente à travers des ateliers, des présentations d'initiatives locales, des conférences et des tables rondes. Des comptes rendus et enregistrements audio sont disponibles sur notre site. L'édition 2023 s'est tenue à Angoulême et nous retrouvons cette année à Bayonne les 18 et 19 novembre où sera proposé un espace carrefour des solutions durables. Cet espace sera dédié aux organisations ayant des outils, des conseils, des ressources, des offres de services à proposer aux acteurs et actrices engagés dans la transition écologique. Et enfin, les ressources. Parmi celles que nous proposons à l'agence, il y a la publication d'un memo ressources pour construire ou rénover une salle de spectacle. Dans la collection des fiches que nous proposons, qui sont destinées aux élus chargés de la culture, nous avons une fiche intitulée « Organiser un événement culturel éco-responsable ». Cette fiche permet de comprendre les enjeux, connaître le cadre et donne des recommandations et clés méthodologiques pour l'organisation d'un événement éco-responsable. La veille professionnelle, dans la newsletter Actualité professionnelle envoyée une fois tous les 2 mois, il est proposé une rubrique dédiée éco-responsabilité. Et l'AFU, qui est un magazine culturel édité par l'agence et qui met en valeur les acteurs et actrices culturelles de la région, a également vocation à faire réfléchir sur les tendances qui traversent la culture et à mettre en lumière les problématiques auxquelles peuvent être confrontés les différents secteurs culturels, et notamment celle de la transition écologique. Voilà pour les ressources. La dernière diapo avec les contacts de l'agence par antenne et notre adresse générique à laquelle vous pouvez nous écrire, ainsi que l'adresse du site. Voilà pour l'agence. Merci beaucoup. On va vous proposer du coup de poursuivre avec l'AFDAS. Et donc Thomas, je te laisse la parole. Tu n'as pas ton micro, Thomas. Merci Fanny. Juste pour vous rappeler rapidement qui nous sommes au niveau de l'AFDAS. Donc nous sommes l'opérateur de compétences des entreprises de la culture et des industries créatives notamment. On accompagne aussi d'autres structures qui rencontrent un peu les mêmes problématiques ou les mêmes enjeux dans l'évolution de leur filière, tels que le sport, le tourisme, et j'en oublie, et le loisir. Nos missions principales que nous avons depuis 2019, la dernière réforme, qui ont été renforcées, c'est d'accompagner des structures à la montée en compétences de leurs salariés, de pouvoir aussi développer l'alternance, donc des solutions à l'emploi et à l'emploi formation par la mobilisation du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage notamment. Et aussi, nous avons un rôle de veille et d'observatoire sur l'évolution des métiers pour pouvoir répondre et adapter en dialogue avec les partenaires sociaux et les branches, faire évoluer justement les certifications liées à vos métiers. Alors, juste pour info, quand je parle d'entreprise, bien évidemment, je parle plus de structure ou d'acteurs dans la culture, puisque 97% des structures que nous accompagnons ont moins de 10 salariés et même, je dirais même moins de 5 pour la plupart, plutôt entre 0, 1 et 5. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire.
depuis 2018, nous sommes engagés vraiment sur la question de la transition, des transitions, et notamment la transition écologique, où nous avons souhaité aussi, par anticipation des missions qui nous ont été confiées, commencer à à vous accompagner sur ces enjeux-là. Donc du coup, qu'est-ce que c'est pour moi? Alors, je sais que tout le monde sait ce que c'est que la transition écologique, mais en fait, la transition écologique va impacter forcément plus que euh, euh, va vous impacter aussi dans votre entreprise, on va dire. Et c'est la mutation, en fait, c'est la transition écologique, c'est vraiment le fait de changer, de changer de paradigme. Ensuite, vous avez un objectif dans ce changement, c'est d'atteindre en fait un développement durable. Donc là, on est vraiment aussi, nous, dans le développement durable, c'est-à-dire de vous aider à rendre pérenne votre activité et à rendre pérenne les emplois que vous développez. Et bien évidemment, la démarche qu'on met en place, nous, pour vous accompagner dans ce développement, enfin à ce développement durable, c'est une démarche RSE de responsabilité sociétale en tant qu'employeur que vous avez. Donc pour ce faire, nous on met en place, on a mis en place divers outils. On a mis en place des outils de sensibilisation, des outils de formation et des outils d'accompagnement. Pour ce qui est de la sensibilisation, en fait, c'est surtout des éléments qui vont permettre de prendre conscience, même si je sais que tout le monde a déjà pris conscience, mais en tout cas d'intégrer dans son fonctionnement et dans son raisonnement le fait qu'il y a un changement qui doit être fait. Avec justement des ressources en libre accès et 100% en ligne. La formation, là c'est pareil, c'est que forcément dans nos missions, on s'est dit que la formation est obligatoire pour pouvoir accompagner l'évolution des métiers en mettant en place des actions vraiment spécifiques et qui vont répondre justement à ces besoins de mutation. Et l'accompagnement, c'est aussi, puisque c'est aussi notre rôle de pouvoir vous accompagner, de vous proposer des méthodologies et des outils qui vont vous permettre d'être plus autonome ensuite dans votre souhait d'évolution et dans votre mutation. Alors, juste, je rentre en détail sur chacun de ces points-là. Le premier, c'est donc sur les actions de sensibilisation. On a mis, donc je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais je le mettrai je l'ai en fin de présentation. Vous avez une plateforme, un genre de wiki AFDAS qu'on a monté en partenariat avec Olesio. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement un centre en fait de ressources multimédia qui est consacré notamment à la transition écologique et qui est accessible pour toutes les structures employeuses, mais aussi pour les publics particuliers, les intermittents du spectacle, les artistes auteurs. On a un peu monté le même centre de ressources, si cela peut vous intéresser, que vous êtes aussi dans cette démarche, un wiki sur tout ce qui est violence, harcèlement sexiste et sexuel, qui permet justement d'appréhender un petit peu plus et de manière fun la question du harcèlement dans les structures et de permettre de définir au niveau, je vais dire, social et juridique ce qu'est le harcèlement sexiste et sexuel. Toujours à la sensibilisation, puisque nous aussi, notre rôle, c'est aussi de vous proposer des outils. On a mis plusieurs outils en ligne et celui qui va concerner notamment la question de la transition écologique, c'est notre outil d'autodiagnostic qui est plus global sur la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais qui va vous permettre, vous, de voir où vous en êtes dans votre maturité, dans votre réflexion par rapport à ce sujet-là,
et de pouvoir du coup vous dire effectivement il faut que je commence à travailler certains points ou certains axes en particulier, notamment au regard de ce que nous venons de découvrir par les affaires culturelles et la région. Sur la sensibilisation, je ne vais pas faire une lecture du catalogue formation, mais ce qu'il est important de regarder dans ces formations-là, c'est que on a souhaité pouvoir répondre à toutes les structures et avec un degré de maturité ou d'avancement sur cette question-là différent sur justement la question de la sensibilisation, comme je vous l'ai dit, où on va pouvoir vraiment donner un socle commun à chacun sur ces questions d'éco-responsabilité. Des formations, bien évidemment, aussi qui vont vous permettre d'adapter votre activité quotidienne, donc adapter les métiers à ces conditions-là, comme la communication responsable ou l'organisation d'un événement éco-responsable. C'est important, je pense, de regarder aussi dans ces actions-là qu'au quotidien, tous les postes vont être touchés. On n'est pas seulement sur la gestion des déchets ou autre, on va être aussi sur ce qui se passe dans les fonctions support au quotidien. Et bien évidemment, pour les structures voilà, où vous avez la chance de pouvoir être plus nombreux et organisés, on met en place des actions de formation, plus de pilotage, des formations qui vous permettent d'affiner votre stratégie en matière d'éco-responsabilité et de pouvoir même manager votre changement sur ce pan-là. Je fais une petite parenthèse parce que c'est bien beau de vous présenter des formations, mais bien évidemment, il y a des financements derrière. L'AFDAS est financeur de formation, c'est-à-dire qu'on est là pour vous accompagner sur les financements de la formation. Et sur ces questions-là, précisément, la branche du spectacle vivant a souhaité que ces actions de formation puissent être financées au-delà de votre budget annuel qui est prévu par les règles de gestion sur le plan de formation classique de vos salariés. Donc ça veut dire que ça, c'est des formations qui vont pouvoir s'ajouter aussi à vos besoins de formation obligatoire ou besoins de développement des compétences plus classiques. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en reparler ultérieurement, soit à la fin de la réunion si on a le temps, ou sinon vous pouvez prendre contact avec moi. Le dernier point, qui est sur l'accompagnement. Depuis déjà pas mal d'années, on propose des accompagnements que l'on appelle des appuis conseils RH qui permettent justement de vous accompagner dans vos questions compétences, emploi et formation et structuration RH dans votre structure. Et de pouvoir vous aider justement à travailler ces points-là pour que le développement de votre structure soit stabilisé et assuré, je veux dire, et le plus pérenne possible. Donc ces prestations d'appui conseil, on les a déclinées sur diverses questions et la question de la transition écologique est une question qui revient de plus en plus souvent. Et on a donc mis en place une prestation d'accompagnement qui se déroule sur 6 à 12 mois, sur une durée donc sur ces 6 à 12 mois qui équivaut à 5 jours, où eh bien, un consultant RH va vous accompagner et travailler avec vous justement votre organisation, tous les points de développement que vous avez à mettre en place pour répondre à un désir de mutation sur un fonctionnement plus éco-responsable. Certains, par exemple, qui ont une maturité assez avancée sur la question, par exemple, se questionnent sur une labellisation, l'obtention d'une labellisation éco-responsable, et donc vont pouvoir, par exemple, travailler leur organisation
sur ce modèle-là, sans pour autant que la certification ou la labellisation soit l'objectif de l'accompagnement, parce que ça, c'est pas possible. Mais en tout cas, nous, on pourra travailler ces points-là, ces marqueurs-là, qui vont vous permettre justement d'être au plus proche de la labellisation que vous recherchez. Alors bien évidemment, accompagnement toujours, prestations externalisées avec une liste de prestataires qui sont sélectionnés pour leurs compétences et pour leur expérience. Cet accompagnement, il est 100% gratuit pour les structures qui ont moins de 50 salariés. Donc autant vous dire que voilà, ça peut être intéressant de se poser la question d'un voilà, d'une telle démarche. Euh, c'est une démarche qui peut être mise en place de manière individuelle, mais lorsque les questions se croisent auprès de diverses structures qui souhaitent voilà, travailler ces enjeux ensemble, l'accompagnement peut être collectif aussi sur 3 à 6 structures. Voilà. On pourra en reparler si vous le souhaitez aussi. Je ne rentre pas dans le détail, mais l'accompagnement, rapidement, on est quand même sur un diagnostic qui est posé, copartagé, un plan d'action qui va être co-rédigé avec l'expert qui vous accompagnera, ça sur les 2 premiers temps, et ensuite sur les mois qui suivent, le prestataire, l'expert va vous accompagner sur la mise en œuvre de ce plan d'action et sur les correctifs que vous devrez apporter, et bien évidemment sur un bilan qui vous permettra ensuite, vous, peut-être de rebondir et de continuer ou d'aller plus loin dans votre réflexion et dans votre démarche. Je vous ai mis les liens que vous retrouverez dans le document qu'on vous partagera à la fin de la réunion. Fanny, c'est bon pour moi? Merci beaucoup Thomas. Alors sans faire vraiment trop de transition, je vais laisser la parole à Chloé sur le DLA. Merci Fanny. Alors pour aller très rapidement, puisque ça fait déjà énormément d'infos, et nous, dans le cadre du DLA, on aime bien aller sur du concret. C'est pour ça qu'on a invité Bélocan qui va vous parler en tant que consultant, voilà, accompagnant réellement dans le DLA par des témoignages. Mais rapidement, donc le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif qui a été créé dans les débuts des années 2000. Le but premier, à l'origine, c'était consolider les emplois aidés. Donc voilà, notre cible, c'est surtout les structures de l'ESS employeuses. Il faut un lien avec l'emploi. Bon, on vous a mis quelques exemples de thématiques. Pour résumer, l'accompagnement DLA, c'est un accompagnement sur mesure en fonction de votre problématique. Comme l'AFDAS l'a présenté, on est sur les mêmes modalités, accueil, diagnostic, construction d'un parcours, mise en œuvre de l'accompagnement et suivi. Nous, les chargés de mission DLA, on se dit coordinateur de parcours. Donc notre but, c'est de, suite aux enjeux, aux diagnostics posés avec vous, c'est de essayer de trouver des solutions pour tous vos enjeux, que ce soit par des partenaires, donc par exemple l'AFDAS, sur l'organisation interne, que ce soit voilà, des dispositifs régions qui peuvent exister ou autres, ou un accompagnement fédé. Mais voilà, le but c'est vraiment d'essayer de vous accompagner le plus sur mesure et le plus pertinemment possible. Voilà. Pour un peu tout. On a également des accompagnements individuels ou par structure et pluristructure collective. Voilà. Et pour vous faire une petite cartographie pour que vous compreniez dans la Nouvelle-Aquitaine le fonctionnement. Donc, il y a des structures qui portent, des associations qui portent le DLA. Nous, on est épaulé en tant que chargé de mission par un animateur national qui est l'AVIS. Il y a également 6 centres de ressources nationaux, donc sur des thématiques ou des enjeux différents. Là, par exemple, dans cette vidéo est présent qui nous aide bien sur votre secteur, c'est la culture, parce qu'on voit énormément de secteurs. On ne peut pas être spécialiste, on est assez généraliste. Donc, heureusement qu'ils sont là pour nous aider et qu'on soit le plus pertinent dans nos accompagnements. Et donc, il y a différentes structures qui portent le DLA. Donc, vous avez une petite cartographie. On va vous donner le diapo comme ça a été dit. Et vous retrouverez la liste des contacts des chargés de mission. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions. Voilà,
on est là pour répondre. Le DLA, c'est pas une baguette magique, ça prend du temps, c'est vraiment co-construit avec vous. Donc voilà, on est sur mesure. Par contre, il faut vraiment de l'investissement. Et donc voilà, vous avez le cadre d'action aussi des opérateurs DLA. Pour comprendre, parce que c'est assez complexe, bah, je vais laisser Belokan parler. Désolée Fanny, je te fais ta transition. Pour voilà, un témoignage. Voilà, je laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, je vais vous raconter un peu ce qu'on est en train de faire dans le cadre d'un accompagnement collectif qu'on fait actuellement sur Poitiers avec le DLA donc, de la Vienne. Donc, c'est parti à la fois d'une volonté du DLA au niveau régional de travailler sur les questions de transition et à la fois sur des initiatives qui étaient déjà en cours sur Poitiers, avec notamment des rencontres des opérateurs culturels qui avaient été montées par la ville, qui s'appellent les rencontres culture commune. Et il y avait eu une rencontre, même plusieurs, sur la transition écologique, avec l'intervention d'une conférence de Cyril Delphos du Bureau des acclimatations et aussi des ateliers. Donc, on avait aussi co-animé ces ateliers. Et donc, à la suite de ça, et cette rencontre de volonté, en fait, il y a eu la création d'un groupe de 4 structures pour bénéficier d'un accompagnement collectif. Donc, cet accompagnement collectif, il est en cours. On a commencé en avril, on est sur la fin. On fera un dernier temps de travail qui est la semaine prochaine. Donc, pour vous donner une idée et pour le comparer par exemple par rapport à ce que Thomas a présenté sur les accompagnements de l'AFDAS. Donc là, on est sur un accompagnement qui a duré 3 mois, qu'un accompagnement donc, de 4 structures. Il y a des jours en collectif, ça représente 3 jours et demi en collectif, et chaque structure a aussi bénéficié d'une journée en individuel. Donc il y a eu cette alternance entre les deux. On a fait avec un groupe de volontaires, donc on a une grande diversité de structures. Il y a une compagnie, il y a des maisons de quartier, il y a l'espace Mendes France. Donc vraiment une grande diversité de structures, donc pas du tout les mêmes capacités et les mêmes enjeux, sachant qu'en plus, pour les maisons de quartier, on n'a travaillé que sur leur branche culture, alors qu'elles sont des activités qui sont beaucoup plus larges que ça. Sur le déroulement, on a commencé par un voyage en 2030 glorieuse. Donc, le voyage en 2030 glorieuse, c'est un atelier qu'on propose et qui est un atelier de libération des imaginaires. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se projeter dans le long terme, dans une société désirable et de voir aussi pas seulement la transition comme des contraintes et comme des renoncements, mais aussi de voir tout ce qu'on a à gagner, voir tout ce qu'on peut faire croître. Et qui, au-delà de la croissance économique, tout ce qu'on peut faire croître en positif de solidarité, d'échange, de biodiversité, etc. Donc ça, c'était aussi l'intérêt du voyage en 2030 glorieux, c'est aussi de créer le collectif et le groupe. Ensuite, on a un peu, comme tout le monde, ce que vous avez été présenté, toutes les formes d'accompagnement qui vous ont été présentées, on explore l'existant. Donc, on fait d'abord avec l'existant. On a rappelé aussi, bien sûr, la question de cadre, la problématique, quels sont les enjeux climatiques, les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux auxquels on est ou on va être confronté. Et on a parlé aussi des éco-conditionnalités et du cadre légal. Donc, on a aussi présenté le CACT et la feuille de route région et les interactions, effectivement, entre défis et thématiques. Tout ce que vous avez expliqué avant, c'est quelque chose qu'on a fait aussi auprès des opérateurs. Dans cette phase exploratoire, il y avait vraiment l'idée que chacune des structures puisse travailler dans la transversalité de tout ce qui la constitue. Et à la fois sur les fondamentaux de ces projets, ce à quoi vraiment chacune des associations tient, sur quoi, voilà, sa raison d'être, puisque cette transition, elle doit se faire en tenant compte de la raison d'être, sinon, pourquoi voilà, l'intérêt, c'est de savoir pourquoi on se bat, quoi. Mais aussi de travailler sur l'organisation interne, et notamment qui, dans l'organisation, va être impacté, qui va être touché, qui doit être mobilisé, qui va être
impacté aussi dans ses conditions de travail, hein, parce qu'on voit par exemple des compagnies, on a des témoignages de compagnies, je sais pas, par exemple des compagnies de cirque en art de rue qui témoignent des difficultés à travailler dans certaines conditions caniculaires, des impossibilités de monter sur son machinois parce qu'il est brûlant, de travailler sur du bitume brûlant aussi, voilà. Au-delà même des difficultés pour le public, c'est aussi des difficultés pour les travailleurs, quoi. Et aussi les questions économiques, de modèle économique, à la fois on travaille sur les activités qui sont indispensables économiquement, mais aussi de travail sur les vulnérabilités. Quelles sont les activités qui peuvent être impactées par des changements? Donc voilà, à travers cette phase exploratoire, on a identifié des vulnérabilités, des impacts principaux aussi, des impacts que les structures ont sur l'environnement, sur le climat, à travers les activités et les manières de faire. L'idée, c'est, dans la phase prospective qui vient ensuite, de viser à la fois l'atténuation de leurs impacts et l'adaptation aussi aux nouvelles conditions, au nouveau régime climatique. Donc cette phase prospective, elle s'est beaucoup appuyée sur le CACT et la feuille de route région, même si c'est des structures qui ne sont pas conventionnées ni DRAC ni région pour la plupart, mais comme ça vous a été présenté, pour nous, ce qui nous semblait très intéressant, c'était vraiment ce côté pragmatique et pédagogique des actions à mener. Donc là où on s'est affranchi complètement du cadre, c'était sur la question du nombre d'engagements, etc. L'idée pour nous, c'était plutôt de voir dans cette liste de solutions, qu'est-ce qui semblait faisable aux structures de là où elles étaient, qu'est-ce qui semblait donc faisable, souhaitable. On a classé toutes ces actions possibles dans une matrice impact-effort, et de façon à définir un plan d'action avec plusieurs étapes en allant vers ce qui peut être fait dans l'immédiat et ce qui peut être visé dans un deuxième temps ou nécessite d'autres conditions. Pour vous donner des exemples, dans ce qui peut être fait tout de suite, par exemple, on a vu avec une des structures donc, qui montent des expositions, qui regardait ses budgets d'exposition et qui voyait une part extrêmement importante, enfin un cinquième du budget des expositions est consacré à l'installation de moquettes qui servent pour une exposition et qui sont ensuite, alors elles ne sont pas jetées, hein, elles sont données pour être réutilisées. Mais enfin, voilà, c'était vraiment la question de questionner quel était l'intérêt de la moquette et est-ce que ça ne pouvait pas être mis au service d'une autre manière de faire l'exposition. L'idée vraiment, c'est pour nous d'accompagner, hein, donc accompagner pour nous, c'est certes apporter de l'expertise, bien sûr, et de l'outillage et du conseil, mais accompagner, c'est vraiment être aux côtés des structures pour les aider à aller là où elles veulent. Et accompagner, c'est aussi dans le sens comme d'un accompagnement musical, c'est-à-dire de sublimer là où elles en sont et là où elles ont envie d'aller. Avec donc dans le CAP cette idée donc d'atténuation, d'adaptation, de transversalité en s'attachant et aux actions et aux projets et à l'organisation et à l'économie. L'idée aussi d'une trajectoire, c'est-à-dire que tout ne se fait pas en un jour. Hein, on ne demande pas, c'est pas une baguette magique et c'est pas une transformation intégrale en un jour, mais vraiment de penser au long cours. Et aussi peut-être de viser un modèle aussi. On est dans une forme aussi d'expérimentation de cet accompagnement, mais de viser un modèle au sens où si on est une maison de quartier, qu'est-ce qui est une maison de quartier idéale? Qu'est-ce qui est une maison de quartier qui puisse être reproductible à grande échelle et qui ferait du bien à grande échelle? Alors, je vois juste le temps défiler Ouais. aussi. Est-ce que peut-être, je sais que Sylvie voulait aussi pardon. Excusez-moi, Oui. j'ai mangé mes mots. Nous partager l'accompagnement justement d'un festival qui a été fait et que vous continuez. Et est-ce que
du coup, on pourrait avoir cette petite échange avant de tout passer à fait. justement au temps de questions-réponses Pas de avec souci. les structures. Merci beaucoup. Oui, donc bonjour Sylvie Mouroux, donc éco-conseillère à Bellocan aussi. Donc moi j'avais fait le choix de vous présenter un accompagnement qui ne s'est pas déroulé en Nouvelle-Aquitaine mais dans la région Grand Est, car il s'agit d'un DLA qui a été réalisé en 2021 et donc qui permet de montrer un exemple de trajectoire de transformation. Comme disait Élodie, tout ne se fait pas en un jour. Donc en fait, il s'agit du festival Le Chien à Plumes qui a été créé il y a plus de 25 ans, qui est implanté sur une commune rurale sur les plateaux de Langres, qui a un lieu de diffusion, mais la locomotive en fait de ces activités, c'est le festival, un festival de musiques actuelles, et qui attire chaque année plus de 15 000 festivaliers à proximité d'un lac. Donc, le cahier des charges que l'on avait reçu pour les accompagner dans le cadre d'un DLA sollicitait l'accompagnement à la définition des actions à engager pour consolider le festival, et notamment sur le plan économique, mais aussi d'évoluer vers des pratiques plus locales et durables. Donc, c'est un DLA qui avait été sollicité par la structure elle-même, par le festival, et dans un contexte où il y avait une préfiguration d'implantation d'un parc national des forêts sur le territoire, donc un partenaire potentiel à venir. Et alors pourquoi on parle de consolidation sur un festival qui a pourtant 25 ans? Eh bien, effectivement, on s'aperçoit que ces festivals sont souvent en difficulté parce qu'ils doivent séduire des têtes d'affiche. Il y a l'augmentation des cachets artistiques, des coûts fixes, notamment en matière de sécurité et aussi dernièrement d'énergie. Et donc, l'inflation régulière des coûts pousse la croissance des jauges et fragilise justement les équilibres de ces festivals, notamment quand ils sont implantés en milieu rural. Donc, il y avait un souhait de réinterroger le modèle économique. Et pourquoi se faire accompagner sur les défis de taille qu'est la transition écologique? Eh bien, c'est surtout souvent qu'on voit ces structures ont mobilisé du monde autour d'une passion, là, qui était la musique. Et donc, c'est des enjeux qui sont à travailler, qui peuvent paraître complexes pour les personnes qui portent ces projets. Et donc, là, elles pouvaient être encadrées dans leur réflexion. Et donc, on avait identifié des risques climatiques et environnementaux qui étaient à anticiper pour le festival, puisque le festival a lieu au mois d'août. Donc, il y avait un risque de stress hydrique durant cette période estivale. De plus en plus de canicules et aussi des risques nouveaux en matière de feux de forêt. Donc, on a réalisé un accompagnement de 7 jours où on a fait un état des lieux en fait, du festival, de leurs pratiques d'approvisionnement, du modèle économique, pour prendre en considération les différentes parties prenantes. La phase prospective nous a permis de construire justement cette stratégie adaptative pour évoluer vers d'autres pratiques durables. On a bien entendu associé les partenaires sur différentes étapes de cet accompagnement. Et on a répondu aussi à leurs questionnements des partenaires sur l'évaluation des retombées économiques sur le territoire. Et donc, le festival pouvait être considéré du coup maintenant à leurs yeux comme un acheteur important avec un budget, avec des retombées économiques sur le territoire de entre 400 et 700 000 euros selon l'échelle du territoire pris. Et montrer qu'effectivement, par exemple, par rapport à l'échelle du pays, que les retombées étaient 52 fois plus importantes que la subvention octroyée. Et si on prenait l'échelle région, les retombées étaient 11 fois plus importantes que les subventions. Et donc, l'accompagnement a abouti à une stratégie adaptative qu'on a conçue en fait en trois temps, avec 3 jalons d'évolution. Un premier jalon, c'était sur tout ce qui pouvait être mis en œuvre à court terme par la structure assez facilement. Un deuxième jalon, une fois que le site aurait été aménagé, donc un site près d'un lac. Et un troisième jalon dans le cadre de la réflexion d'une labellisation SMAC avec un projet d'équipement. Voilà, tout ceci permettait à l'équipe d'avoir un cap clair
Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver donc sur la diapo l'adresse d'un article qui retranscrit cet accompagnement. Pour vous donner quelques exemples du contenu sur le plan d'action par rapport à la phase 1, donc tout ce qui pouvait se mettre en place très rapidement, l'équipe du festival a fait un gros travail sur la mobilité. Comme l'a dit Patricia, c'est vraiment un enjeu très important pour le secteur de la culture. Donc, ils ont mis en place un bus depuis la ville de Dijon. Ils ont pris un partenariat avec un transporteur Lingo pour des navettes depuis les 2 gares les plus proches. Ils ont mis en place un parking vélo surveillé pendant la durée du festival, des liens vers les plateformes de covoiturage. Et ils ont travaillé aussi d'autres aspects comme les toilettes sèches pour supprimer les toilettes chimiques, les repas végétariens, la fourniture de gouttes pour les bénévoles pour supprimer toutes les bouteilles plastiques. Et ils ont également rédigé une charte éco-responsable à destination des stands de restauration et d'artisanat qui sont à destination du public lors du festival. Voilà, en leur demandant de privilégier le local, le bio et le végétarien, et avec un contrôle de leur pratique sur place. Et il y a également de la sensibilisation pour tous les postes d'organisation, comme l'évoquait Patricia et l'AFDAS, la nécessité effectivement de transmettre ces compétences, donc que ce soit au niveau des moyens humains salariés ou des bénévoles, mais aussi des salariés, ainsi que des stands d'information sur le site pour les festivaliers. Et tout ce travail a été cadré par la mise en place en fait d'une création d'une commission développement durable, voilà, qui travaille tout au long de l'année. Et donc, je vous parlais que j'avais pris cet exemple en termes de trajectoire, puisqu'effectivement, la phase 2, c'était de penser l'aménagement du site. Donc, en ce qui concerne l'eau, avec un raccordement au réseau d'eau potable et de raccordement au traitement des eaux usées, plus d'autres actions comme des minuteurs aux douches, etc. Une réflexion sur l'électricité avec aussi le raccordement au réseau qui permettait la suppression des groupes électrogènes. Donc ça surprendra personne. Mais aussi un travail sur l'éclairage LED et aussi la végétalisation du site, permettant aussi des îlots de fraîcheur pendant l'été et la création d'un théâtre de verdure. Au niveau économique, on a vu que le fait de travailler sur ces investissements permettait une économie de 70 000 € pour chacune des éditions, ce qui permettait au festival de travailler une autre partie de la programmation pour programmer des artistes locaux et aussi une programmation à destination du public local qui ne venait pas forcément jusqu'à maintenant au festival. Donc ça, c'était dans le cadre du festival et maintenant, ça donne une suite au ce travail DLA. Et donc, nous accompagnons actuellement le festival sur un diagnostic multifactoriel, donc une étude sur la consommation énergétique, une étude d'impact environnemental, une étude d'ensoleillement sur tout le projet d'aménagement du site. Et ce diagnostic est financé grâce à l'aide au diagnostic phase 1 du plan de soutien du Centre national de la musique. Et tout ça, c'est dans l'objectif ensuite de pouvoir solliciter la phase 2 qui permet justement un soutien financier à la réalisation de ces travaux. Merci. Et pour aller plus loin, je finis juste, j'en ai pour 30 secondes, juste pour finir, qu'en fait, ça a aussi permis d'aller plus loin sur tout l'ensemble du territoire, puisque l'ensemble des partenaires locaux, avec le travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires locaux, a contribué à alimenter un nouvel imaginaire sur le territoire. Et donc, le regroupement de communautés de communes travaille actuellement sur un projet territorial de musiques actuelles en tant qu'art fédérateur et pour contribuer à dynamiser le territoire. Donc, on voit que ça a eu un impact au-delà de la structure, mais sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et juste pour terminer, donc là, c'était un exemple. On vous a donné un exemple d'accompagnement collectif, là, un exemple d'accompagnement individuel sur un festival. Mais bien entendu, chacun de ces accompagnements s'adapte à la structure, à ses enjeux et à ses capacités. Et c'est en ça qu'on construit un accompagnement avec le chargé de mission DLA et qu'on essaye de répondre, voilà, de s'adapter à chacune des structures. Merci beaucoup, du coup, Bellocan, pour votre témoignage. Alors, on a beaucoup
effectivement parler. Je vous avais proposé de prendre un temps en fin de webinaire sur un échange de questions-réponses. Donc j'ai vu que sur le chat, il y a eu déjà des réponses en tout cas apportées à certaines questions. Et donc je vous propose à partir de maintenant de pouvoir prendre la parole et de poser des questions sur les aux différents intervenants du coup, qui sont intervenus sur ce webinaire. Le plus compliqué, c'est de se lancer. Avant tout, et pour compléter, Fanny, je voulais juste informer aussi que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, donc chacun se tient à la disposition en dehors du webinaire pour vous répondre. Et aussi, si on vous présente toutes ces actions-là et toutes ces possibilités d'accompagnement, c'est aussi qu'on s'est concerté et que certains accompagnements, vous y aurez accès, d'autres non, en fonction de votre situation. Et certains accompagnements peuvent être complémentaires, notamment ceux du DLA et de l'AFDAS. Voilà. Oui, merci Thomas, du coup, de préciser. Alors, on avait du coup une question, en tout cas un commentaire qui avait été mis sur le chat. Si vous voulez, on peut commencer par ça. Du coup, de Dominique, nous disant autant nous pouvons agir sur nos productions, coproductions, événements divers conçus en interne, autant nous sommes impuissants face aux compagnies producteurs de spectacles. Nous constatons que les demandes techniques et partant les budgets je pense que c'est les budgets partants, s'envolent, en particulier dans le domaine musical pour les artistes très médiatisés et très attendus par le public. Ce qui ne va pas du tout dans le sens d'une éco-conception, ni d'ailleurs d'une accessibilité de tous les publics. Que faire pour tenter de réguler cela ? Bon, moi, je veux bien apporter déjà un élément de réponse. Alors, je comprends qu'en tant que programmateur, on ait envie d'avoir le plus de public possible et donc d'afficher l'artiste qui ramènera le plus de public. Mais je pense qu'aussi, c'est le choix du programmateur de travailler avec ces artistes qui coûtent effectivement de plus en plus cher, que ça soit au niveau technique, mais que ça soit aussi au niveau des coûts de session. Et il me semble qu'il y a quand même tout un travail à faire avec les publics pour les faire venir sur des artistes qui sont beaucoup moins médiatisés, qui coûtent moins cher en coût de session, qui ont des pratiques vertueuses en matière de transition écologique. C'est aussi le rôle des médiateurs et il me semble que ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que moi, je bannirais effectivement tous ces artistes qui coûtent de plus en plus cher, qui ont des coûts techniques absolument faramineux, tout ça pour une soirée, pour faire plaisir. Donc voilà, je vois que Babor est là, donc peut-être que Babor va nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas qui est là de Babor, mais... Ah, son micro ne marche pas. Ah, d'accord. Il y a marqué « J'arrive ». Ok. Oui, je veux bien juste apporter des éléments de réponse aussi. Donc, il y a des festivals qui font le choix. Par exemple, je ne saurais pas vous dire le nom du festival, je sais que c'est un festival à Marseille, et je ne saurais pas vous dire non plus le nom du DJ, parce que je m'y connais pas trop. Mais je sais qu'il y a un festival récemment qui a annulé la venue d'un DJ qu'il avait programmé, parce que ce DJ faisait ce qui se fait, paraît-il, assez fréquemment, c'est-à-dire qu'il avait deux sets dans la même soirée, un à Marseille et un ailleurs en Europe. Et donc, il prenait un jet privé dans la nuit pour aller de l'un à l'autre. Et donc, le festival a fait le choix de renoncer à cette venue et il a médiatisé aussi. Donc, c'est un intérêt à la fois pédagogique par rapport aux artistes pour leur dire que effectivement, certains opérateurs décide de bannir certaines options, ça a un effet aussi pédagogique par rapport au public. Voilà, il y a d'autres endroits, par exemple le Périscope à Lyon, qui est une salle de jazz qui se donne
il a un budget artistique, mais il a aussi un budget, économique, mais il a aussi un budget carbone en se donnant une limite qu'il ne souhaite pas dépasser et donc qui va jouer dans sa programmation avec ce budget carbone en fonction de d'où viennent les artistes. Et pour les artistes lointains, il va travailler à construire des tournées cohérentes avec d'autres opérateurs justement pour que le déplacement soit amorti sur plusieurs dates. Voilà, il y a des choses qui sont possibles. Je laisse la parole. Merci. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y a un travail fait avec Arviva et leurs outils-cides? Moi, ce que je peux dire par rapport à Arviva, c'est que Confer, qui est un organisme de formation en Nouvelle-Aquitaine, dont là est coopérateur, va proposer un premier module avec Arviva sur la transition éco en Nouvelle-Aquitaine dans les mois à venir. Excusez-moi. Je mets les coordonnées de Confer dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui a essayé de parler, je suis... Hop là. Je peux également ajouter que dans l'exemple de l'accompagnement du chien à plume, dans la seconde phase d'accompagnement, c'est également un outil qu'on va utiliser ainsi qu'un outil de Showwatt sur l'énergie. Ce que je peux simplement peut-être vous dire, c'est que la région Nouvelle-Aquitaine est en train de travailler avec Arviva. Alors peut-être que ça va se faire dans le cadre d'une contractualisation, justement pour qu'Arviva soit au service des opérateurs de Nouvelle-Aquitaine sur ces sujets-là. Donc c'est en cours de construction. Et je crois que Babor est revenu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, du coup, c'était pour répondre effectivement à la question de Dominique Petit et compléter votre réponse, Patricia, qui était déjà très bien. Effectivement, il y a des initiatives de producteurs et productrices de musique pour proposer une autre logique que celle de jauge toujours plus grande et de cachets d'artistes toujours plus importants, pardon. Et surtout aussi pour redonner de la valeur à ce qui est petit, à ce qui est en circuit court, à ce qui est voilà, ce qui peut aussi être de l'ordre de la proximité ou des jauges plus intimistes, et aussi de la découverte, pas forcément que de l'émergence, mais toute cette classe moyenne de la musique qui existe, qui n'est ni émergente ni tête d'affiche, mais qui a déjà une carrière, qui a déjà des albums, beaucoup de concerts à son actif, et qui participe à la vie culturelle de ce pays. Et voilà, nous, on a voulu mettre en avant ça, donc des producteurs et productrices de musique qui s'engagent sur 40 critères sur l'environnement, l'égalité, la solidarité, les conditions de travail, et amener voilà, une nouvelle narration aussi au public, parce que c'est vraiment un label qui est à destination du public. Babor est un label de garantie, comme un label bio, un label AOC, et pas un label discographique. Et essayer de raconter voilà, au public que la musique, c'est pas forcément des millions de vues sur YouTube, c'est pas forcément des jauges immenses, ça peut être aussi des choses beaucoup plus humbles et parfois beaucoup plus agréables et éco-responsables, évidemment. Merci. Alors, il y avait, sauf si d'autres personnes veulent prendre la parole, il y a plein de questions sur le chat. Ah, bon, Victor Bonarne, je me laisse. Bonjour, je me présente Victor Bonarme, je travaille pour le Centre d'art Rurart à Venours. Donc en fait, on fait partie de l'Agricampus Poitiers-Venours et donc on propose une ligne éditoriale autour de l'environnement, l'image du vivant, la transition écologique. On travaille aussi en étroite collaboration avec les professeurs d'éducation socioculturelle. Donc on propose une ouverture culturelle sur ces questions-là, donc aux futurs professionnels de l'agriculture, mais on est ouvert aussi au public. Et je voulais simplement savoir, donc, concernant la feuille de route transition écologique de la culture, donc par la région Nouvelle-Aquitaine, j'ai pas très bien compris en fait comment ça allait être, enfin surtout quand est-ce que ça allait être envisagé, en tout cas pour la mise en place de cette feuille de route et des différents objectifs. Oui, alors j'ai un peu de mal à vous répondre, mais le principe de la feuille de route, c'est que ça doit inciter les opérateurs culturels
à travailler dans ce sens-là. Réglementairement, la feuille de route n'a aucun rôle. Elle incite, mais le droit commun s'appuie sur des règlements d'intervention qui vont être visités. Je vous ai déjà parlé du règlement d'intervention du spectacle vivant. On a aussi, pour rappel, les contrats de filière où il y a des éléments, donc pour ce qui est plus des appels à projets. Mais en tout cas, la feuille de route, elle va être incitative. Et puis, je vous ai parlé des écosociaux conditionnalités qui, elles, vont donner un cadre à respecter, notamment pour les subventions qui sont les plus fortes, c'est-à-dire au-dessus de 150 000 euros. Comme je vous ai dit, on a 2 ans. Nous, on travaille pour le cahier des solutions pour 2025. Et on a aussi 2 ans pour travailler les ESC à partir de 2023. Donc, vraisemblablement, pour 2025, on pourra vous en dire plus. Mais c'est vraiment un chantier au niveau de la région, en tout cas au niveau de la direction de la culture. C'est vraiment un chantier. Et j'ai un peu de mal à vous donner des dates exactes, mais ça sera à partir de 2025. L'idée, c'est que le cahier des solutions soit complété, puisque ça se travaille, je vous ai dit, en concertation, et qu'on ait un petit peu plus de visibilité sur les écosociaux conditionnalités. Voilà. Si on refait la même chose l'an prochain, je vous en dirai beaucoup plus, en fait. D'accord, merci. Alors, il y avait une question sur pour un accompagnement de travaux dans une salle de spectacle, notamment le changement de projecteur plus économique. Est-ce qu'un tel accompagnement peut aider? Merci. Si oui, quel est le contact? Alors, je ne sais pas si Ameline, ma collègue des équipements, est encore présente. Et peut-être elle peut répondre. Sinon, je vous donnerai son contact. C'est Ameline Drapeau, qui, en tout cas pour la région, peut vous accompagner là-dessus. Alors, je ne sais pas jusqu'où, parce que là, pour le coup, moi, sur les équipements, je n'ai pas de compétences. Donc, je préfère donner la parole aux gens qui savent. Voilà, donc en tout cas, je vous mets ces coordonnées Dans le chat. Dans le chat. Pour les équipements culturels, elles sont 2 personnes, Anne Drapeau et Sylvie Ira, je vous mets leurs coordonnées. Donc, il y avait aussi une question pour l'AFDAS sur les formations proposées. Elles sont-elles ouvertes aux dirigeants bénévoles des associations et peuvent-ils également bénéficier d'une prise en charge financière? Alors, non, les formations sont ouvertes aux salariés, puisqu'on est sur les fonds de la formation professionnelle continue. Je n'ai pas de décision pour l'instant au niveau des branches qui permet de financer des formations pour les dirigeants bénévoles. On t'entend pas, Fanny. Merci. Donc, il y avait une question sur le cacté, si des compagnies expérimentent en ce moment des leviers pour des engagements à prendre. Oui, j'ai répondu dans le chat qu'il y a une compagnie côté ex-Poitou-Charentes, La Volige, qui devrait intégrer l'expérimentation. Et dans le cadre de l'accompagnement collectif à Poitiers, là, il y a une compagnie donc, qui intègre ces thématiques cactées de manière volontaire. Et dans le même lot, du coup, il y a une question. Et également, est-ce que vous faites des groupes de travail communs avec toutes les régions qui expérimentent? Est-ce généraliser le travail DRAC et région commun? Est-ce que c'est généralisé ce genre d'échange? On collabore. Le type de travail qu'on mène en Nouvelle-Aquitaine est, je pense, assez unique parce que la région Nouvelle-Aquitaine est aussi très avancée. Donc, ça dépend des cas. Il y a des régions qui sont beaucoup moins avancées. Mais là où le travail commun est possible, il est mené, mais ce n'est pas systématique.
Après, au niveau de la région, alors il y a bien sûr Région de France, mais là c'est plus par rapport aux élus, c'est plus un échange entre élus. De temps en temps, il y a des réunions entre les directions, mais c'est plutôt rare, et en tout cas pour la culture. Nous, on travaille très bien avec la région Bretagne, et quand je vois que la région Bretagne est aussi dans l'expérimentation nationale du ministère, ça pourrait être une idée, mais pour le moment, il n'y a rien d'entrepris encore. Il y a une question s'il est envisageable de travailler sur un accompagnement sur la rénovation énergétique de locaux utilisés par une association, école de musique, dont la propriétaire des locaux est une commune. Si oui, le financement d'un possible projet pourrait-il être supporté en partie par la région? Alors, même réponse que tout à l'heure, il faut vraiment voir mes collègues sur les équipements culturels. J'ai mis les coordonnées. Voilà. Il me semble, mais vous vérifierez auprès d'elles, que les écoles de musique qui ne sont pas une compétence région ne sont pas éligibles aux aides aux équipements. L'enseignement, les structures d'enseignement supérieur artistique, oui, mais pas les écoles de musique, en tout cas pas tout ce qui est pratique amateur, puisque c'est de la compétence du département. À des départements, dans le cadre des schémas développement des enseignements artistiques. Mais c'est à vérifier auprès d'elle. Ok, je ne vois plus d'autres questions pour le moment. Est-ce que certaines personnes veulent prendre la parole sur la visio? Pas du tout. Ah, il y avait une question. C'est peu une seule compagnie invitée à expérimenter des leviers. Est-ce qu'il y a un souhait d'intégrer davantage d'artistes? Je pense que c'est par rapport à la question précédente sur le cactet. Oui, Marianne? on expérimente sur un nombre de structures limitées, hein. On en a une dizaine sur la région, en prenant des structures et surtout des structures qui sont en cours de renouvellement de convention. Donc, pour l'instant, oui, il n'y a qu'une seule compagnie, mais ça va assez rapidement concerner l'ensemble des compagnies conventionnées. Mais comme a dit Bellocan tout à l'heure, il y a des compagnies aussi qui sont volontaires. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir de quelle compagnie il s'agit. J'ai peut-être raté l'information. Non, je ne l'ai pas dit, il s'agit de la compagnie Printemps Silencieux. D'accord, merci. S'il n'y a pas plus de questions, je vais vous proposer du coup de clôturer ce webinaire. On a déjà quelques minutes de retard. En tout cas, on s'en excuse pour cela. Et en vous remerciant du coup de votre présence, et on vous transmet du coup le support de présentation bien évidemment à la suite de ce webinaire. Et il ne faut pas hésiter du coup à reprendre contact avec nous, puisque l'idée c'était aussi d'avoir un premier temps d'échange. On n'a pas la possibilité d'aller autant dans les détails qu'on le souhaiterait et aller autant dans les cas particuliers. Donc voilà, vous avez du coup les contacts des acteurs et il ne faut vraiment pas hésiter à reprendre contact pour approfondir un peu plus les échanges et échanger un peu plus sur vos situations.